Autour de la table, Nicolas Duhep. Salut Nicolas, entrepreneur, fondateur d'Alchimie. Juliette Daboville. Salut Juliette, fondatrice de LED Conseil. Et Jérôme Dédéian, entrepreneur, multiples casquettes, fondateur. Là, on va mon partenaire patrimoine, hein, c'est ça qu'on va citer, c'est l'aventure du moment. Crise de productivité. Alors, je vais juste poser le truc pour ceux qui nous regardent. Il y a, je le disais en préambule, il y a deux éléments qu'on dit assez régulièrement sur la productivité. J'allais dire, mais je dévoile un petit peu les trucs, deux mythes sur la productivité. La première, oui, c'est vrai qu'on a pris un sale coup, mais on a pris un sale coup à cause des 35 heures. Et après, justement, d'ailleurs, les 35 heures ont boosté notre productivité parce que, notamment sur les cadres intermédiaires, vous vous retrouviez avec la même masse de travail à faire en moins de temps, premier point. Et deuxième point, oui, c'est vrai qu'on travaille moins, on rentre plus tard dans la vie active, du fait de nos difficultés sur l'apprentissage, on sort plus tôt, du fait de notre système de retraite, mais alors, justement, au milieu, on concentre une productivité extraordinaire. Foutesque tout cela, voilà ce que nous dit le Conseil d'analyse économique, parce que c'est bien sur la période de 2006 à 2019, dit le Conseil d'analyse économique, donc qui a étudié ça de très près. Je vous laisse de côté la méthodologie, c'est quand même très complexe pour la productivité. La France a perdu 7 points de PIB par habitant par rapport à l'Allemagne, et la baisse relative de la productivité explique environ 5 points de ces 7 points par rapport aux États-Unis. La baisse de la productivité est encore plus forte. Là, c'est 7 points, mais de baisse de productivité, purement et simplement, correspondant à peu près au décrochage du PIB par habitant français, donc par rapport aux États-Unis. Ainsi, écrit le Conseil d'analyse économique, notre constat remet en cause le diagnostic traditionnel du déclassement économique français, selon lequel la productivité resterait forte et le problème principal serait donc un faible taux d'emploi, ce que je vous disais il y a un instant. Nous montrons au contraire, dit le Conseil d'analyse économique, que la baisse relative de la productivité est au moins aussi importante que celle des heures travaillées pour expliquer les évolutions récurrentes du PIB et certainement, et c'est la chute qui est le plus inquiétant, certainement plus importante pour les évolutions futures, c'est-à-dire qu'il ne détecte aucun élément qui puisse nous laisser penser que cette productivité est en train de se redresser. On parlera notamment CICE, enfin l'ensemble de ce qui a été fait en termes de politique de l'offre depuis François Hollande, donc depuis maintenant plus de 10 ans. Là, alors, ça s'appelle productivité générale des facteurs, c'est le terme économique, est en fort ralentissement dans plusieurs secteurs, notamment la construction et le commerce, les services qualifiés, qui contribuaient traditionnellement à la bonne productivité de la France, ne le font plus depuis les années 2000. Enfin, et je vais m'arrêter là, dans le secteur manufacturier, la productivité mesurée est stable, mais l'effet de composition négatif, ça veut dire quoi l'effet de composition négatif ? Ça veut dire qu'on continue à désindustrialiser. Donc effectivement, on a une industrie qui, on en reparlera ensemble, a sans doute bénéficié de la politique de l'offre, mais comme la désindustrialisation ne s'arrête pas, l'effet sur la productivité générale du pays est aujourd'hui réduit. Voilà le constat qui est fait par nos économistes, dont d'ailleurs le fameux Thomas Philippon, dont je vous ai déjà régulièrement parlé, spécialiste de la concurrence, et dont d'ailleurs on va être en vacances là au début novembre. Je vous redonnerai l'interview qu'on avait faite ensemble. Nicolas. Moi je trouve intéressant de tordre déjà le cou à cette idée reçue que finalement en France on travaille moins mais on est plus productif, qui était finalement l'alpha et l'oméga de plein de débats, là, de casser cette idée qui a été vraie temporairement, comme tu l'as signalé avec les 35 heures, mais là, d'un seul coup, elle est tordue et on voit clairement que la notion de productivité avec une limite de l'entrée des salariés dans le marché de l'emploi, enfin on n'est pas du tout là-dedans, que tous les indicateurs sont à la baisse. Et alors quand on lit l'étude, moi je trouve aussi hyper intéressant, en fait c'est l'allocation des effectifs, parce qu'en fait la France a fait le choix d'aller par exemple sur la construction ou sur le commerce, qui sont par définition des secteurs moins productifs que l'industrie. Tout à fait. Alors l'industrie, on en a déjà parlé ici 1000 fois, on est en phase de désindustrialisation et la tendance est quand même encore à la baisse. Donc de toute façon, on a tous les indicateurs qui sont dans le rouge. Donc on reviendra après comment ils proposent de rebondir. Et après, il y a un autre élément aussi qui est une idée reçue. On se disait, mais finalement,
la France va investir dans des métiers plus haute qualification, de pointe, hein, là où il y a de la productivité, de la réserve. Et en fait, là, ils tordent le cou aussi à cette idée aussi, qui a été vraie au début des années 2000, mais qui aujourd'hui, parce que en fait, c'est des métiers qui deviennent aussi assez scientifiques, finalement, baissent en termes de prod, et finalement, ils sont plus suffisants pour compenser le reste, mais en fait, eux aussi contribuent à la baisse de productivité. Donc la conclusion, elle est quand même assez négative parce qu'on n'a pas à date d'indicateurs positifs qui pourraient donner... voilà, mais après, il y a quand même des idées autour de... Mais je pense qu'on va en reparler juste après, de comment on relance avec notamment l'éducation autour des maths, l'éducation autour des matières scientifiques, de l'innovation. C'est la seule idée qu'ils ont. Enfin, la seule idée, c'est le seul point qu'ils mettent en avant. Voilà. La seule façon d'en sortir, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et en fait, on le sait parce que, pareil, on se cache derrière le petit doigt, on aimait... Il y a une idée que je trouve aussi qu'on tord le coup, c'est par exemple le classement PISA. Tous les ans, on parle des maths. Oui, mais rassurez-vous, en France, les très bons restent au niveau international. Et puis, en fait, c'est la moyenne qui fait qu'on baisse. Mais en fait, notre corps d'élite reste compétitif. Et là, ils disent non, pas du tout. Même les très bons élèves et les très bons étudiants sont à la baisse. Donc, en fait, il y a une baisse d'appétence pour les maths, baisse d'appétence pour tous les métiers scientifiques qui débouchent vers l'industrie, en fait, l'ingénierie en sens général. Alors, on parle d'ingénierie pour la société industrielle, mais c'est également pour les codeurs, les développeurs, ceux de la data de demain, etc. Donc là, comment on fait pour donner envie, on rendre accessible tous ces métiers, rendre accessible aux femmes, rendre accessible à toutes les couches de la société, parce que c'est pas réservé à une forme d'élite. Donc là-dessus, en gros, c'est mettons le paquet sur l'éducation, sans quoi on n'arrivera pas à rebondir. Puis la deuxième idée aussi qui suggère, c'est autour de les subventions de l'innovation, puisqu'en fait, finalement, le crédit impôt recherche a fait le job, mais a fait le job surtout sur les grosses entreprises, et d'arriver à le rendre plus présent auprès des petites PME pour pouvoir, là où est le bassin et le réservoir d'innovation, et le deuxième axe sur lequel ils mettent le paquet. Mais dans les deux cas... Et là, il y a un sujet, en fait, c'est très intéressant que tu le dises, Nicolas, que ce soit toi qui le dises d'ailleurs, parce qu'il y a un sujet sur lequel les entreprises, le MEDEF, moi le premier d'ailleurs, un petit peu intoxiqué d'ailleurs, on ne voulait pas en entendre parler parce que c'était le crédit d'impôt recherche, c'est le truc qui marche, n'y touchez pas, stabilité, stabilité, stabilité. Quand tu décortiques effectivement la note, tu dis à un moment, il va falloir s'attaquer à ce sujet-là. Mais dans les deux cas, on est quand même sur des mesures de long terme. Voilà, il n'y a pas de formule magique. Sur le CIR, très rapidement, il y a un vrai sujet, c'est qu'on voit plein de boîtes qui mettent leur centre de R&D en France en encaissant le CIR et qui font leur R&D, mais la R&D ensuite elle sert à installer des capacités de production ailleurs qu'en France. Et donc il y a vraiment un sujet de courbe d'entraînement entre la dépense fiscale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un sujet de niveau. Sur le constat général, c'est un truc extraordinaire. Si on revient très loin, on nous parlait avec fierté quand on était jeune, écolier, lycéen ou étudiant, de la formidable migration de la France. Bon, bien entendu, son secteur primaire qu'il fallait et puis du secondaire vers le tertiaire, et puis on avait inventé le quaternaire. C'était formidable. Alors là, le quaternaire et le tertiaire allaient nous sauver, puisqu'on était dans un monde qui se désindustrialisait, et on s'en fichait, puisque de toute façon, les emplois et la richesse de demain, elles étaient dans le tertiaire et le quaternaire. Et puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de service sans industrie. Et ça, c'est exactement ce qu'on lit dans ce rapport, c'est-à-dire que fondamentalement, on est déclassé aussi au niveau des services, parce que comme on a perdu notre industrie, on perd l'économie de services qui accompagne le tissu industriel. Et donc ça, c'est essentiel. Puis alors, j'aime beaucoup et puis tu as une baisse de gamme généralisée des emplois qui explique en fait cette stagnation, comme tu l'as très bien dit, commerce, tourisme, etc. Et les gars qui nous disent, comme Nicolas vient de le dire, qu'à PISA c'est pas grave parce qu'on a toujours des ingénieurs de classe mondiale, j'ai envie de leur dire oui, mais c'est quand même difficile de travailler avec des collaborateurs de base qui savent pas compter, quoi. Tu vois. Et donc on a la baisse générale du niveau en sciences, elle impacte toutes nos boîtes. Juliette. Commentaire là-dessus. C'est une bonne crise. Donc, on avait parlé la dernière fois aux agro-déserteurs, aux agro-combattants. Après, il y a eu. Oh là là, c'était les gars de. J'avais oublié ça. Ouais. Tu te souviens ? Et les jeunes de Polytechnique là qui sont sortis en disant finalement, on a envie de se battre et on veut travailler l'État de l'intérieur et les entreprises de l'intérieur et on va se battre. Je pense qu'effectivement, on a une vraie question. Je les ai ratés, les jeunes de Polytechnique. C'est récent, là ? Oui, c'était il y a une dizaine de jours. D'accord. Je suis passé au travers, j'avais regardé ça. Il y a eu un article avec plusieurs jeunes de Polytechnique qui sont sortis en disant non, mais nous, on va pas... Mais alors, le contraire de ce qu'avaient fait les gars d'agro. Les gars d'agro, ils étaient sortis en disant... Enfin, les gars, la demi-douzaine de diplômés d'agro étaient sortis en disant...
hors de question qu'on participe Voilà, à nous cet allons outil de surtout destruction faire de autre la chose. planète. Et Voilà. là, il y a tout un groupe de jeunes de Polytechnique qui a dit ça va être dur, mais nous sommes ingénieurs, nous sommes scientifiques, Ah, très et nous, bien. nous allons nous attaquer à la voir ça, montagne, et nous allons de prendre l'emprise. les emplois de demain et travailler l'appareil de l'intérieur. Et je pense qu'en fait, ça rejoint quand même, parce qu'on a le problème effectivement de crise des talents. Donc travaillons auprès de ces jeunes, et c'est peut-être aussi aux industries de se réinventer là-dessus, pour être un peu plus compatible avec les attentes de ces jeunes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas gâcher une bonne crise. Et sur le crédit d'impôt recherche, c'est la même chose, il y a le côté bureaucratie. Je veux dire, si on veut rendre le crédit d'impôt recherche un peu plus accessible pour d'autres lieux d'innovation, c'est peut-être le moment aussi de repenser un petit peu notre approche du système bureaucratique. Absolument. Nécessité d'alléger le millefeuille, tu l'as peut-être vécu, toi, Nicolas, j'en sais rien si tu as fait appel à ça. Non, jamais au crédit d'impôt recherche. Si, j'ai fait Quand tu es une petite boîte, c'est à se tirer une balle. En fait, oui, moi, c'était un ordre de grandeur d'à peu près 100 000 euros. Donc, c'est petit crédit d'impôt recherche. D'abord, c'est beaucoup de temps. C'est ça. Et en fait, c'est du temps en amont pour s'organiser, pour tout archiver, pour tout qualifier, et puis de se faire aider par une société. Et en plus, derrière, ça m'a valu un redressement, puisqu'il a fallu aller devant une commission avec des experts, avec des galons en tout genre, pour arriver à démontrer ce qu'on était en train de faire et ce qui était à notre hauteur, quelque chose de finalement assez modeste. Donc au final, est-ce que les 100 000 euros qu'on a obtenus par rapport au temps qu'on y a passé, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Honnêtement, la question se pose. Mais pour des petites boîtes, c'est une question de réflexe, c'est une question d'organisation. Alors vous avez celles des boîtes qui sont pures techno et qui sont concentrées à tel point qu'elles sont pensées pour le CIR et dont le modèle économique repose sur le CIR. Mais pour les autres qui sont mi-figue, mi-raisin, franchement, vous n'êtes pas vraiment organisé pour pouvoir gérer ça. Et c'est quand même terrible. Je leur jette absolument pas la pierre, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils sont nécessaires. Mais qu'il y ait des intermédiaires. Que tu sois obligé d'utiliser des intermédiaires pour faire appliquer la loi fiscale, finalement, point à la ligne, c'est tout. C'est pas possible. Et en fait, tu as l'impression, dans ce constat général du fait qu'on n'a plus de services à valeur ajoutée, que le seul endroit où les services à valeur ajoutée, tu vois, le capital intellectuel se développe, c'est les endroits où on aide les gens et les boîtes à gérer la complexité administrative ou à en profiter au mieux. T'as raison. Voilà. Comment je récupère l'impôt que j'ai payé dans la niche X et la niche Y. C'est merveilleux, parce que comme dans le budget, là, il va y avoir une diminution du nombre de fonctionnaires. On pourra récupérer tu l'as vu ces où têtes bien Tu l'as faites. vu où, la diminution du nombre de fonctionnaires ? Il y en a 10 000 en plus. Ils l'ont annoncé là Juliette. récemment, je sais Non, plus. Juliette, non. Alors là, autant Polytechnique, je suis passé au travers, autant le budget, non ? Non, t'en as 10 000 en plus. 10 000, oui. Et là-dessus, ça pose pas de problème, d'ailleurs. Mais je crois que Non. Le budget, t'en as 10 000 en plus, création de postes dans les services régaliens. Donc, ça pose pas de problème. Mais Mais Stéphane, il y a un autre point sur l'étude de la productivité qui m'a énormément surpris. Je me disais un peu naïvement, si on investit un peu moins dans les sciences, c'est qu'à côté, on est dans les sciences sociales, on est dans le management, etc. Donc, en fait, on bonifie la population avec d'autres qualités. Et alors là, pas du tout. En fait, ils appellent ça les sciences socio-comportementales. Et finalement, sur PISA, etc., on est en plantage. Alors que c'est quoi les sciences comportementales ? En termes de management, ça va vous parler, parce que je les ai notés, coordination, négociation, résolution de problèmes complexes, gestion des ressources. Donc, en fait, en management, on plante également. Donc, en fait, on ne progresse nulle part. Et ça, on le dit avec un peu d'humour, parce que c'est franchement très inquiétant. Quoi. Ça, c'est très et en plus, avec les nouveaux modes de travail qu'on a et la façon dont on gère ses collaborateurs, en fait, il faudrait revenir à la base, c'est-à-dire à Geoffroy Guichard, qui disait la principale qualité du manager, c'est la bienveillance. Et en fait, on n'a pas ça. Geoffroy Guichard, dis donc. Ouais. Mais Geoffroy Guichard, c'est Casino Guichard, c'est le commerce pour le coup. Saint-Étienne, Casino, etc. Il a des phrases magnifiques. Il dit la principale vertu managériale, c'est la bienveillance. Et il disait si vous êtes bienveillant avec vos collaborateurs, vous les faites grandir, vos boîtes grandissent, vous avez moins de problèmes, etc. Vous avez un dialogue social plus simple. On pourrait avoir un débat là-dessus, parce que je suis pas sûr. Moi, la principale vertu, c'est la bienveillance. On a un sujet de bureaucratie aussi dans nos boîtes, et probablement d'encadrement intermédiaire qui parfois n'a pas la posture managériale qu'il faut, parce qu'il n'est pas formé, parce qu'on ne l'a pas mis dans le bon état d'esprit, parce qu'il ne comprend pas que la fierté, c'est quand vos collaborateurs font mieux que vous. Toutes ces choses qu'il faut inculquer, alors qu'on les a fait fonctionner à coup de grandes écoles. Vous faites le premier, sortir premier au classement, choisir son poste en premier, monter le plus vite possible en haut de la pyramide, etc. J'avais juste, parce qu'en regardant tout ça, je suis retombé en fait sur un chiffre assez impressionnant quand même. Une année de licence, donc l'État a investi 3 700 € sur une année de licence en université, 13 400 sur une année de classe prépa. Donc ça veut dire que tu considères quand même qu'il faut au moins 13 000 € pour bien former quelqu'un, puisqu'il investit 13 400 dans une année de classe prépa, et il en donne 3 x 4, 12, à peine un quart.
à ces formations universitaires. Voilà, mais ça nous renvoie quand même avant même la période. On a l'éducation nationale, arriver à compter, savoir dire bonjour, etc. Et on va repartir sur c'est toujours la même histoire. Mon débat de l'année dernière sur il faut augmenter les profs. Et ça se fait sur une génération. Quoi. Et sur l'endroit où la grande démission est la plus préoccupante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de candidats de qualité pour aller enseigner. Ben non, bien sûr. Voilà. Super. Mais ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, ça. Loi Pacte, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Alors, je sais que tu es capable de faire 1 heure avec la loi Pacte, donc concentre, Jérôme. Je vais te concentrer parce que je me suis intéressé au sujet que je connais le mieux. Déjà, c'est bien que la loi Pacte soit évaluée. Donc on est au 3e rapport d'évaluation, il n'y a rien dans les 2 premiers parce que c'était trop court. Voilà. Deuxièmement, on se rend bien compte que c'est compliqué d'évaluer un certain nombre de choses parce que la pandémie, quoi qu'il en coûte, et puis c'était quand même l'auberge espagnole, la loi Pacte. Il y avait tout. Alors moi, je me suis intéressé au sujet que je suis vraiment quotidiennement. Et en fait, pour la faire courte, le plan d'épargne retraite cartonne. Donc là, Bruno Le Maire, il peut faire cocorico, il est au-delà de ses objectifs, 2 fois plus de bénéficiaires qu'anticipé, et on aura largement les encours qu'il avait anticipés. Et donc ça veut dire que quand on simplifie... Est-ce que ça peut être qualifié d'un début de capitalisation, le plan d'épargne retraite ? Carrément, mais c'est le fonds de pension à la française. Ça y est, il existe, il est là, il fait déjà 300 milliards, il fera 300 milliards à la fin de l'année, il y a 5,6 millions de Français qui en ont un, c'est 2 fois plus qu'anticipé, et ça veut dire que quand on prend un sujet en France et qu'on le décomplexifie, qu'on décoche toutes les cases qu'il freine. C'était la sortie en rente exclusive, c'était je ne peux pas débloquer pour acheter ma maison, c'était le problème d'incohérence entre les produits ou de non-fluidité entre les produits. Tous ces trucs que la loi Pacte a réglés sur l'épargne retraite, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un truc absolument génial. La deuxième chose que je suis, tu sais, c'est tous les dispositifs de partage de la valeur, intéressement, participation. Et là, évidemment, la pandémie met un peu le souk, puisqu'on a une très faible progression du taux d'équipement, parce qu'il y a peu de boîtes qui se sont préoccupées de foutre de l'intéressement et de la participation pendant qu'elles géraient la crise. Et évidemment, les primes ont chuté. Alors, elles sont en train de rebondir en 2022 sur la base des très bons résultats 2021. Donc, il faut attendre, il faut donner le temps, en fait, à la simplification de se déployer. Et puis, l'autre truc, moi, qui m'a intéressé, c'est, j'ai envie de dire, le flop de l'entreprise à mission, quoi. Attends un peu avec ça. Alors, on parle, il y a 730 boîtes qui ont pris le statut d'entreprise à mission au 1er septembre dernier. 730 rapportés à la taille des boîtes françaises, enfin au nombre de boîtes françaises, c'est rien. Il y en a là-dedans une immense majorité qui sont des TPE, où c'est peut-être plus simple. Hein. Et donc... TPE, entreprise à mission ? Ouais. Oui. Comment tu fais ton comité de mission si tu es une TPE ? Il faut faire venir des gens de l'extérieur, etc. Il faut fais ça, accepter la chose. Tu bosses là-dedans, toi Alors moi, je connais un petit peu les entreprises à mission, les raisons d'être et un petit peu les dispositifs. Oui, moi aussi, mais j'ai un comité de mission, c'est une TPE. Oui, mais en fait, compliqué quand même. Quels sont les premiers à s'être dotés d'une raison d'être ou de s'être transformés en entreprise à mission ? Je sais plus, moi j'avais les chiffres en tête sur le CAC, mais l'an passé, je crois qu'il y avait 14 sociétés qui s'étaient... Non mais attention, parce que raison d'être et entreprise à mission, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, mais attends, sur les raison d'être, on peut le faire tous ensemble. Il n'y a que Danone. Raison d'être. Entreprise à mission qui a pris le statut, il n'y a que Danone. Oui, mais attends, raison d'être. Je me demande s'il n'y en a pas une autre. J'ai vu que celle-là. Mais non, t'as le banquier qui donne des leçons à tout le monde, là. Comment il s'appelle ? Banquier mutualiste, là. Oui, la Maïf. Voilà. Raison d'être, entreprise à mission. Il y a deux sujets différents, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au début, quand c'est parti, pourquoi il y a beaucoup de TPE qui sont allés dessus ? C'est que tu as un espèce de club des entreprises à mission, un club des sociétés dotées de raison d'être. Et donc, il y a beaucoup quand même de prestataires de services qui sont allés soit dotés d'une raison d'être, soit qui se sont transformés en entreprise à mission pour entrer dans ce club de on appartient à la même caste, on fait partie du club très sélect des entreprises à mission ou des entreprises à raison d'être. Alors, et donc là, tu trouves des clients. Et là, tu trouves des clients plus facilement. Parce que tu parles de pair à pair. Donc ça, pour moi, c'est purement une approche B2B. Hein. Ouais, mais super intéressant, Juliette. En revanche, il y a la question du pourquoi la raison d'être entreprise à mission. Je maintiens, je veux dire, la loi Pacte, c'est très bien. Faut quand même revenir aux sources. Ce rapport Nota-Sénard, Dominique Sénard, à l'époque, il avait dit quoi ? Pour doter déjà Michelin, il avait une raison d'être avant que la loi Pacte sorte, il faut se souvenir. Permettre à chacun d'avancer. Et il a dit, c'est pas mal, hein ? Permettre à chacun d'avancer, tout à fait. Donc il avait la raison d'être avant que la loi Pacte le permette. Donc la raison d'être, on a tous normalement une raison d'être en tant qu'entreprise. Si on n'en a pas, vas-y, et donc, il est temps de travailler dessus. Hein. Et donc, en revanche, une raison d'être au sens premier du terme. Raison d'être entreprise à mission, ce sont des dispositifs juridiques très compliqués où, en tant qu'entreprise à mission, on va s'engager sur un certain nombre de choses, avec les raisons d'être également, et être sûr qu'il n'y aura pas des attaques, des incompréhensions de la façon dont c'est formulé, ça fait peur quand même à beaucoup de personnes. Mais moi, et on se rend compte que sur ceux qui sont allés vers des raisons d'être statutaires,
ou vers la transformation en tant qu'entreprise à mission, il y a effectivement soit des petits systèmes, des petites entreprises qui se sont dit je vais chercher du business, soit dans les plus grosses entités, n'oublions pas qu'il y a majoritairement des sociétés à participation publique. Parce que c'est un message porté par le politique. Et moi, ce que j'adore dans cette loi Pacte, au-delà de l'adoption ou pas statut, raison d'être, entreprise à mission, parce que ça en soi, je trouve que ça se discute, on n'a pas besoin de se transformer en entreprise à mission, de se doter d'une raison d'être statutaire pour se comporter correctement envers la planète, ses collaborateurs, etc. Ce que j'apprécie, c'est la démarche, qui est le fait de se dire, posons-nous un petit peu, à un moment dans notre existence, pour nous demander comment est-ce que nous challengeons ces grands défis. Et ce que je trouverais intéressant dans le rapport d'évaluation, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, c'est de voir s'il y a des entreprises qui ont fait la démarche de se poser la question, sans forcément aller jusqu'au bout, mais qui ont fait la démarche en se demandant comment est-ce que je réintègre mon écosystème, mes parties prenantes. Bien sûr. Parce qu'autant j'adore la démarche, autant le résultat qui est tamponné entreprise à mission ou statut, je trouve que ça se discute. Un point important que tu as cité, il ne faut pas que cette entreprise à mission et que ce statut devienne une porte d'entrée pour les activistes. Et c'est ça qui, notamment sur les grands groupes, les fait reculer. Et la peur de la responsabilité, je pense que c'est un principe fin, c'est-à-dire donner un angle juridique. En fait, bien sûr, mais en plus à l'époque, je veux dire, c'est pour ça que ça avait été créé, ça nous est venu des US à l'origine. Aux US, pourquoi ? C'est parce qu'il y avait un problème en termes juridiques sur la responsabilité des dirigeants qui ne pouvaient pas, en droit de la responsabilité américaine, qui ne pouvaient pas tenir compte d'autres missions en tant qu'entreprise. Et c'est pour ça que ça s'est développé aux US à l'origine. C'était une problématique juridique. Nicolas, en fait, il y avait un autre point dans la loi Pacte, c'est l'actionnariat salarié. Ouais. Il en a parlé. Non, j'ai parlé juste intéressement et participation. Mais l'actionnariat salarié, sujet très cher à Croissance Plus. C'est vrai que tu t'es en campagne. Non, qui patine, qui se développe finalement assez peu. Et en fait, on voit quand même que le partage des fruits de la croissance, quand l'entreprise donne plus, tout le monde est d'accord. Quand on demande après aux salariés de prendre une petite part de risque, d'aller abonder un compte, ça marche chez les grands groupes parce qu'ils savent abonder. Dans les petites boîtes, quand il n'y a pas forcément l'abondement, la prise de risque, elle est plus difficile. Et moi, mon expérience, c'est que quand on a fait le LBO, moi, j'ai totalement sous-estimé en m'adressant à mes salariés en disant « fait un truc incroyable, il y a des effets de levier, etc. Mettez quelques euros, mettez quelques milliers d'euros et puis vous allez pouvoir gagner beaucoup. » Mais en fait, rien que le mot action, pour des cadres qui sont dans les boîtes. Oui, parce que c'est quand même des gars informés chez toi. Quoi. Normalement, mais en fait le mot action, et puis donc derrière sortie de cash, donc prise de risque, etc., sont des sujets qui restent très très flous dans la tête des uns et des autres. Et en fait, quand on voit que la loi Pacte dit ça continue à patiner à part pour les grands groupes, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment encore cette fameuse France d'entrepreneurs avec des gens prêts à prendre des risques. Oui, mais non, quoi. C'est-à-dire que... je te raconte, il y en a quand même de plus en plus. Je raconte très vite. 2008, donc le groupe Next Radio doit faire une augmentation de capital. Il était assez endetté et il décide d'en faire une opération d'ouverture du capital aussi à ses salariés. Je me souviens très bien, le cours à l'époque était à 8 euros. Ça allait très très mal, 2008. Et donc, dans ces cas-là, tu as une enveloppe réservée et tu te dis, moi je pense que c'est un truc efficace, donc allez, je vais mettre le maximum, puis comme ça j'aurai un tout petit bout. Et il s'est passé exactement ce que tu décris, c'est-à-dire personne n'y a été. Ouais. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre le maximum à ce moment-là, donc ça a été un tout petit peu tendu en termes de finances personnelles pour le ménage. Voilà. Ouais. Mais après, on s'est félicité, parce que Alain Veil étant un entrepreneur exceptionnel, ça a très très bien fonctionné. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'était juste une petite anecdote, effectivement, sur la frilosité des salariés. Mais c'est aussi une frilosité des patrons. Tu étais quand même chez BFM, BFM Business, les gars étaient informés, quoi. Enfin, mon Dieu, c'est dingue. 8 euros. Alors, mais il faut, moi je dis toujours, 1 heure de conception, on va dire technique, juridique du schéma, 1 heure de com. Pour que ça marche. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est très important. Il faut prendre le temps de former les gens. Il faut repartir à la base. C'est quoi une action? Quels sont les risques? Comment ça fonctionne? En non-coté, spécifiquement. Je n'ai pas de liquidité sur le marché. Ce sera quoi mes clauses de liquidité? Et puis, de temps en temps, tu as l'époux ou l'épouse d'un des salariés qui dit n'y va pas, il te réclame de l'argent. Bon, tu ne peux pas le sauver. Mais tu arrives à avoir des taux de participation élevés quand tu mets un peu de carburant, un peu de parachute, abondement des cotes, etc., gratuite et tout ça. Et quand tu prends le temps de cette pédagogie. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a aussi un problème de compréhension chez les patrons. Parce que, en fait, le moment
par définition, ces mécanismes sont des mécanismes à levier, exactement comme vient de le dire Nicolas. C'est-à-dire que c'est au moment où ça va mal et où tu mobilises tout le monde avec ton plan de redressement ou de traverser de la crise, qu'il faut proposer aux gens d'y aller quand c'est pas cher, parce que c'est comme ça qu'ils auront l'upside le plus élevé possible. Bien sûr. Et tu as très souvent des patrons qui se mettent la tête dans le sable comme des autruches à ce moment-là, et qui du coup vont aller proposer des trucs quand ça va bien, et quand ça va bien, il n'y aura pas de gain ou plus de risque parce que tu es rentré au plus haut. Quoi. Voilà. Et donc c'est un sujet... Rapidement, parce que on a plein de c'est sujets le après. sujet d'actualité, parce que les augmentations de salaire, tout est, avec l'inflation, tout le monde est parti sur le salaire, mais en fait, un des vrais leviers, c'est justement de pouvoir payer en capital et d'associer les salariés, parce que ça résout à la fois le problème de rémunération et puis surtout le problème de fidélisation. Et de coût fixe. Excuse-moi, moi je raisonne en entrepreneur. Par nature, c'est variable, et donc c'est absolument normal, désirable, génial de partager quand ça va bien, et puis quand ça va pas bien, il faut que ça s'arrête pour sauver la boîte, quoi, pour que ça soit pas un semi-remorque de coût de fixe qui te rattrape dans la descente. Et l'autre point qui est essentiel, c'est que tous ces dispositifs-là, par rapport à la PEPA, tu sais, la prime patron, machin, etc., c'est des trucs dans lesquels il n'y a pas que le flux financier, il y a le flux d'association, la compréhension de la marge des affaires, l'information. Bon. Et si tu fais ça bien, tu peux relier ça à la compréhension, une meilleure compréhension de la marge des affaires dans tes équipes, et tu as un levier extraordinaire qui est autre chose que passer à la caisse et je vous file une prime PEPA à la fin du mois. Prime pouvoir d'achat maintenant. Ouais, prime pouvoir PPA. d'achat, ok. Prime pouvoir d'achat. Juliette, court, il faut qu'on fasse la pause. Parce que pour moi, il y a quand même deux choses là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ces dispositifs-là, intéressement, participation, actionnariat salarié, qui a un peu ma préférence pour plein d'autres raisons, il faut vraiment les prendre comme des dispositifs de partage de la valeur et de partage des valeurs. Et souvent, c'est vu que sous un angle, et c'est dommage parce que ça permet aux salariés de mieux comprendre le business de l'entreprise. Et second point, si vous ne l'avez pas lu, la note de l'Institut Montaigne qui est sortie cet été, parce qu'il y a quand même une petite question de lisibilité des dispositifs qui pourrait faciliter sur le fait que plusieurs entreprises s'en saisissent plus facilement. Et Cocorico, n'oublions pas, c'est le général de Gaulle, donc on y va. Ça fait la fortune de Jérôme quand même, la complexité du dispositif. Voilà, donc, Mais il ira sur la Jérôme, communication. il faut le dire, parce que je tiens à dire, cette loi Pacte, tu en as été, et tu es venu, et on en a parlé ensemble régulièrement, tu as été un des... Non, mais elle a fait progresser un des promoteurs, comment on dit, un des écrivains, non, un des rédacteurs, voilà, un des rédacteurs d'une grande partie de cette loi. Tu vois, tu me prêtes beaucoup de choses. On marque une pause.